Bonjour à tous et bienvenue sur Globe Cleaners, le podcast qui vous fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un voyageur engagé ou d'un acteur du tourisme responsable pour vous donner des conseils et vous inspirer à voyager différemment. On abordera notamment les sujets du changement climatique, de la transition écologique ou encore du mode de vie zéro déchet quand on voyage ou que l'on s'installe à l'étranger. Si vous voulez en savoir plus sur mes invités et retrouver les notes de l'épisode, rendez-vous sur globe-cleaners.com. Aujourd'hui, je reçois Louis. Vous allez découvrir un personnage haut en couleur qui a entrepris il y a 2 mois un long périple sans argent et sans pétrole, ou du moins autant que possible. Louis est originaire de France et a passé ses dernières années au Canada, notamment dans la région de Charlevoix. Il est donc parti du Québec pour se rendre en Amérique du Sud et ensuite poursuivre sa route vers la France au gré de ses rencontres. Son but derrière ce voyage ? Semer des étincelles de prise de conscience sur son chemin. Ensemble, on a parlé de lâcher prise et de l'importance de responsabiliser chacune de nos actions. On a aussi échangé autour de sujets plus concrets, comme comment préparer un voyage comme le sien, comment se créer des routines quand on est itinérant, de dumpster diving, de bateau stop et encore beaucoup d'autres sujets. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Déjà, merci beaucoup Louis d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur toi, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené en fait là où tu es aujourd'hui. Je vais te la faire synthétiser parce que je ne peux pas te raconter 25 années de ma vie en l'espace de quelques minutes. Je suis originaire de France. J'ai grandi entre La Rochelle, Montpellier, les Cévennes, puis un peu le Vercors aussi. Ma mère, voyageuse, mais voyageuse nationale. Elle habitait dans un camion et puis on voyageait dans le camion. Elle travaillait sur les marchés, elle chantait des chansons sur les marchés. Puis moi, j'étais le petit gamin avec la casquette qui se baladait et qui courait dans les marchés. Et donc, ça m'a donné pas mal le goût du voyage. C'est ça qui m'a poussé un peu je pense, à développer ma curiosité et mon amour de l'inconnu. Puis après, j'ai grandi, j'ai fait ma crise d'adolescence, comme tout le monde. Euh, j'ai fait des bêtises puis après, comme tout le monde, j'ai grandi de mes bêtises. Et puis j'ai fini l'école à 18 ans. J'ai fait une école de cuisine. J'avais déjà cette espèce de désir de partir à l'aventure. Ça a fait que je me suis confronté à beaucoup de chocs de culture assez tôt, avec beaucoup de naïveté de mon enfance. Et ça a été très bénéfique. Ça m'a permis de développer plein de choses et mon désir de parcourir ce monde, il a grandi dans ces moments-là. Tu parles de choc de culture, c'était quoi par exemple? Ouais, je suis allé en Inde quand j'avais 18 ans. C'était mon premier voyage. Je suis parti là-bas avec mon sac à dos sans trop savoir où j'allais. Et puis, je suis arrivé à New Delhi et j'avais pas d'objectif. Et je devais passer un mois là-bas puis revenir en France. Et finalement, je suis parti pendant 2 ans. Et puis, tu te doutes bien que j'avais une vision bien différente de la vie une fois que je suis rentré, après avoir vu la misère dans les pays, on dit en voie de développement. Bref, mais il y avait pas mal de choses différentes à tout ce qu'on connaît. On vit dans un confort qui est normalisé en Europe et on considère que tout ça, c'est simple, c'est accessible. Il y a de l'eau au robinet, on peut aller chier dans les chiottes, la merde s'en va, et puis on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière tout ça. Et c'est vrai que quand tu vas dans des endroits où ces besoins ils sont moins facilement accessibles, tu appréhendes, je pense, différemment ton mode de vie. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a fait passer de je reste un mois à en fait j'y habite pendant 2 ans? Parce que j'ai trouvé ça génial. C'était très douloureux et puis c'était absolument formidable. On a tous été ce gamin un peu émerveillé au fond de nous là, qui quand il arrive quelque part, il cherche à en savoir plus surtout. Et puis c'était ça. Chaque fois que j'avançais dans un nouvel endroit, j'avais envie d'en savoir plus. Et puis ça a continué. Je suis allé au Sri Lanka, après je suis allé en Indonésie, après Australie, Nouvelle-Zélande. J'ai fait comme toi. Après je suis allé en Chine, en Mongolie. J'ai pris le transsibérien jusqu'en Russie. Et puis ça a été génial. Quand est-ce que tu dirais que date ta prise de conscience en fait du monde dans lequel on est et je dirais l'éveil de ta conscience écologique au sens large? L'éveil, il s'est fait assez récemment. C'est une transition en fait. On passe par plusieurs phases et puis bon,
j'ai rien à apprendre là-dessus. C'est pas moi qui ai fait ces recherches, mais tu commences par du déni en général face à l'absurdité du monde dans lequel on vit. Puis après, il faut digérer l'information et petit à petit, on passe par un processus où il y a différentes émotions qui vont être générées. Puis il y a un moment où il y a la responsabilité qui prend le dessus et la prise de conscience que soit tu choisis la foi, soit tu choisis le pessimisme. Et puis ce choix-là, je l'ai pris, je pense, il y a 1 an ou 2. C'est un choix radical que j'ai fait concernant ma vie et puis l'ensemble de mes prises de décision sur mes actions quotidiennes, sur mes projets futurs, sur tout ce qui englobe ma vie et puis l'interaction que j'ai avec les autres humains, avec la nature autour de moi. Tous ces choix sont concentrés autour de cette décision que j'ai prise il y a 2 ans, qui est de choisir la vie plutôt que la mort, hein. C'est très radical, mais c'est un processus de réflexion. C'est pas venu du jour au lendemain et j'ai commencé, comme tout le monde, par me dire est-ce que je pourrais pas essayer de manger un peu moins de viande? Est-ce que je pourrais pas essayer de consommer un peu moins de plastique? Et puis c'est déjà pas mal quand tu arrives à faire ça. Mais c'est sûr que ça m'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. Je me suis pas réveillé en même temps en disant oh, non, ça y est, c'est bon, je vais sauver le monde, je suis écolo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait justement te poser vraiment la question? Il y a dû y avoir plein de petits éléments déclencheurs. Je ne me rappelle pas spécialement d'un en particulier. C'est des gens comme toi ou comme moi maintenant qui ont décidé de transformer leur vie. Puis ça nous inspire, je pense. Tu parlais que tu as fait un choix radical. En fait, c'était quoi ta vision de ta vie avant et maintenant, en fait? C'est quoi la différence? C'est marrant parce que je trouve qu'on vit une époque fascinante. Et puis nous, tu dois avoir 25-30 ans à peu près comme moi. Et puis on est dans un processus bon, si on n'est pas stupide, normalement, on évolue toute notre vie et puis on se transforme toute notre vie. Mais on est dans un âge où on est particulièrement amené à transformer nos esprits. Et, même s'il n'y avait aucun changement radical dans notre modèle sociétaire, on serait quand même amené à changer. Mais là, en plus, on rajoute la petite touche pétillante de on va peut-être tous crever. C'est quand même génial. Tu sais. On est obligé de retourner complètement nos modes de penser en nous disant on va peut-être pas avoir d'avenir, peut-être que ça va être un post-apocalyptique à la Mad Max, peut-être que ça va être génial si on arrive à tous s'en sortir et à se battre suffisamment. Et tout ça, c'est des questions qui viennent en parallèle de nos évolutions personnelles. Qui je suis, quelle est ma quête de sens dans ce monde. Bon, j'ai pris une décision radicale, certes, qui est celle de responsabiliser chacune de mes actions et de considérer l'impact de ma vie comme pouvant affecter d'autres personnes, autant émotionnellement que physiquement, techniquement. Et donc, en ayant pris conscience de ça, j'ai décidé d'agir selon cette prise de conscience. C'est dû à ma prise de conscience environnementale, mais aussi à l'évolution dans mon âge. Avant, je ne considérais pas qu'on était interconnectés et qu'on a un pouvoir de changement. Moi, ça me fascine, hein. Personnellement, l'époque dans laquelle on vit, tu sais, je pense que j'ai réussi à faire le deuil de ce doute inconfortable qu'on est en train de vivre. Cette espèce de malaise face à l'inconnu. Parce que déjà, je voyage sans argent, donc je suis obligé de lâcher prise à chaque instant, tu sais, de tout ce que je fais et toutes mes décisions. Je dois laisser aller beaucoup, beaucoup d'émotions, parce que sinon, je me retrouve confronté à mon conscient qui me dit qu'est-ce que tu fais, ça ne marche pas, tu vas te rencontrer des gens qui vont t'agresser, tu ne vas pas trouver à manger. Donc, ce lâcher-prise, il me permet aussi de lâcher prise dans une espèce de mal-être qu'on vit tous face à la perturbante situation de notre monde. Et c'est génial, parce qu'à partir du moment où tu as lâché prise sur cette inquiétude, tu génères… Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose qui a été théorisé, je pense, même si je suis convaincu que c'est vrai. Mais donc, ça génère du positif. Tu vois la vie avec enthousiasme et l'avenir avec enthousiasme, parce que la source de notre futur, c'est ce qu'on génère dans le présent, c'est la force de nos rêves. Et donc, si on est tous interconnectés, que la vie est un cycle et que l'arbre fait des fruits qui vont tomber par terre, pourrir et puis nourrir le plant de tomate qui va être mangé par l'humain, qui va se décomposer et qui, lui, va nourrir l'arbre qui a fait pousser le fruit. Si tout ça est un cycle et qu'on est tous interconnectés, mais ça veut dire que la force de nos rêves individuels, elle participe
à une toile de rêve collective qui est la toile des rêves humains, et que si on arrive à laisser aller cette espèce de peur et cette espèce de paradigme de survie, tu sais, qu'on vit dans notre époque, si on arrive à laisser partir ça, eh ben, c'est comme ça, à mon avis, qu'on va générer un avenir, un meilleur avenir, tu vois. C'est très métaphysique, mais moi, j'y trouve un sens profond, tu vois. Je trouve que c'est là la racine de notre humanité. Tu as commencé à évoquer un petit peu ton voyage que tu es en train de faire justement. Tu es en plein dedans là. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux auditeurs ta démarche, les conditions de ton voyage, le challenge que tu t'es imposé par rapport à ça? Je voyage sans argent, pas un rond dans les poches dans mon quotidien, et j'essaie de dépenser le moins de carbone possible pour être en équilibre avec ma balance valeur-action. Et donc, ça implique certains choix de vie. Donc, je suis dans un mode minimaliste où j'ai réduit mes besoins aux principaux, c'est-à-dire manger, dormir et puis boire de l'eau. On a des besoins de relations humaines qui sont comblés dans mon quotidien parce que justement, je suis obligé d'aller vers les autres pour satisfaire ces besoins. Donc, pour la nourriture, bah, je fais de l'échange. Je vais à la rencontre des gens, soit en tapant aux portes, soit en utilisant les plateformes Internet comme Woofing, Helpix, Workaway, Twiza. Il y en a plein qui proposent des échanges de services contre la nourriture et le logement. Mais ce qui me plaît le plus, c'est de créer des interactions surprises. C'est d'aller à la rencontre des gens qui ne sont pas spécialement sensibilisés, qui sont un petit peu monsieur et madame tout le monde, mais qui sont des gens bons, en fait. Et donc, ces gens-là, ben, en général, c'est fascinant parce que c'est des gens très simples qui se sont laissés un peu cultiver par le système, mais qui gardent au fond d'eux leur tempérament, qui est un. Moi, je peux t'assurer que ce qu'on dit dans les médias, c'est de l'esbrouffe. La majorité de la population est bienveillante et puis elle est aimante et puis elle est très simple. Et ces gens-là, c'est pas forcément des gens qui font du recyclage, c'est pas forcément des gens qui font attention à leur consommation d'eau, c'est pas forcément des gens qui sont végétariens, mais c'est des gens qui sont simples et qui sont bons. Et il suffirait de pas grand-chose pour qu'on arrive tous à se responsabiliser par rapport à l'impact qu'on a sur notre planète. Et donc moi, mon rôle dans ce voyage, c'est de participer à l'émancipation individuelle, la prise de conscience, la responsabilité. Et donc je partage autant que je peux sur les réseaux sociaux ma vision du bien-être, du vivre à plusieurs et de l'autosuffisance et de l'autonomie. Ouais. Est-ce que tu as vu justement des gens qui, via cette rencontre qu'ils ont pu faire avec toi, commencent vraiment à se poser des questions et à remettre certaines choses en question? Oui et non. J'ai envie de te dire oui pour me tartiner un petit peu l'ego de plaisir. Mais j'ai envie de te dire non parce que c'est abstrait. Je considère que je sème des graines en fait de transformation par ce que je fais, en essayant de montrer qu'il y a d'autres façons de vivre. C'est tout le travail de ma vie ces derniers mois, c'est que je vois pas le résultat de ce que je fais, et même si je mets beaucoup d'énergie dans, 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 dans ce travail, on peut appeler ça un travail, je vois pas les gens, une fois que je les quitte, je le vois pas, mais j'aime à croire qu'il y a du changement. J'en suis même convaincu parce que j'arrive à voir l'étincelle dans leurs yeux et puis j'arrive à me rendre compte qu'il y a de l'inspiration, il y a du désir de changement. Alors peut-être que s'ils vont pas changer du tout au tout du jour au lendemain, mais je suis convaincu que je participe à mon échelle. Ouais. Qu'est-ce qui a vraiment motivé ton voyage? Parce que tu aurais pu décider de te responsabiliser au quotidien de manière sédentaire, en fait, quelque part. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de faire ça via le voyage? Déjà parce que j'aime voyager, on va pas se mentir, c'est ma façon d'être aussi. Ça fait partie de mon cycle de vie. Je suis dans une période de ma vie où je dois découvrir des choses et puis j'ai voulu aussi le faire de manière le plus responsable possible. Après, il y a aussi l'urgence de la situation dans laquelle on est. La masse de la population dont je parlais tout à l'heure, qui est bienveillante et aimante, mais qui n'est pas forcément responsabilisée, elle a des icônes. D'accord. On a tous des icônes. On a tous des gens qu'on désire. Ça frôle le narcissisme, hein, ce que je vais dire, mais j'en ai conscience. On n'a pas beaucoup d'icônes qui sont
qui sont actifs dans la transition dans laquelle on est en train de vivre. Et donc, j'ai décidé, je ne sais pas si je vais réussir ou pas, mais de m'orienter dans cette voie-là, d'être une lumière qui puisse être observée, que des gens peuvent se dire, je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait parce que c'est quand même super radical comme mode de vie. Mais par contre, je trouve ça super inspirant, ça me plaît et je vais essayer de faire ma part parce que je trouve qu'il a raison et puis parce que si ce gars-là, il se trouve le cul à faire le tour du monde sans argent et à se mettre dans des situations critiques, c'est qu'il y a sûrement un sens derrière ça et que ce sens, ben moi, s'il me touche, je vais faire quelque chose. Tu parlais de situations critiques, de difficultés. Qu'est-ce que tu as pu rencontrer du coup pendant tes 2 mois là, que tu viens de faire? Une anecdote qui est pas mal évoquante de la fragilité de ma situation. J'étais nord-est des États-Unis, dans le Vermont. Et sur une voie rapide, je fais du stop, un pick-up s'arrête, il se met en plein milieu de la route. Euh, et puis, donc, je me dépêche de grimper dedans parce qu'il allait, c'était très risqué comme situation. Il pouvait y avoir des gens qui allaient lui rentrer dedans très rapidement. Donc, je monte rapidement dans le pick-up sans prendre le temps de poser la question habituelle, où est-ce que tu vas, d'observer la personne, tu vois, de ressentir pour pouvoir peut-être dire non ou pas. Je balance mon sac à l'arrière du pick-up, je monte à l'intérieur, le mec démarre et quand je me tourne en regardant le mec, il avait son gun posé sur sa cuisse gauche avec la main sur le gun, le regard très sec et la voix un peu stressée. Et donc là, ça a été un gros challenge personnel parce que je défends l'humain. Tu sais, je défends l'humain dans le sens général. C'est-à-dire que je pense que la clé de notre avenir, comme je t'expliquais, ça réside dans notre capacité à avoir la foi dans les autres. Et donc, je me suis dit, eh ben voilà, c'est impeccable. Là, je suis dans la situation où il faut que je travaille là-dessus. Donc, j'ai pris une grande inspiration et j'ai créé la situation que je voulais créer. Et donc, j'ai cherché à émaner du positivisme, j'ai émané de, de la bonne intention. Et il s'est avéré très simplement que c'était lui qui avait peur. C'était lui qui avait peur de moi, qui avait peur de qui j'étais. Et donc, et c'était la première fois qu'il prenait un autostoppeur. Et j'ai trouvé ça extrêmement courageux de sa part. Que derrière toute cette peur, il arrive à passer le cap d'aider quelqu'un. Et on a eu une grande discussion qui était très très profonde sur la place des armes dans sa vie, sur la place de la peur, et ça a été absolument fantastique parce que je suis sorti de cette voiture pas comme une victime, pas comme ayant subi une situation, mais comme ayant grandi par rapport à ça autant que lui, tu vois ce que je veux dire. On a échangé un moment qui était fort, quoi. Et donc voilà. Mais c'était une situation qui peut être considérée comme critique d'un autre point de vue, tu vois. Mais j'ai décidé qu'elle ne le serait pas, quoi. C'est une belle anecdote, ouais. C'est vrai qu'on peut voir comment ce qu'on projette, ça change en réaction de la personne en face. Complètement, ouais. Et du coup, alors en fait, pour ton voyage, tu fais principalement du stop ou tu utilises d'autres moyens de transport? Pour la première étape qui était de Québec jusqu'à Vancouver, j'ai fait ça en stop sur 2 mois. Et là, je suis en train de construire un vélo à partir de pièces qu'on m'offre ou que j'échange avec du travail. Et donc là, je suis pas loin d'avoir fini. Il me manque encore 2, 3 petites affaires. Mais c'est un vélo recyclé en quelque sorte. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'en Amérique du Sud avec, mais je vais faire du mieux que je peux. Et puis si, je vais y arriver parce que j'ai la foi. Et puis je vais me débrouiller, même si je perds une roue dans une descente ou je vais me débrouiller, je vais trouver autre chose, tu vois. Mais le but du jeu, c'est de faire la deuxième étape du voyage, donc jusqu'en Amérique du Sud, en vélo recyclé. Et troisième étape, ça serait de traverser soit l'Atlantique, soit le Pacifique en bateau stop, en voilier, et idéalement aller au Japon. Tu as évoqué le bateau stop. Enfin, j'ai vu dans tes vidéos que tu en avais déjà un peu fait. Qu'est-ce que tu avais fait en bateau stop? Techniquement, j'ai fait Calais, dans le nord de la France, jusqu'au Portugal, sur un 3-mâts, un vieux gréement, une réplique du XVIIe siècle, qui s'appelle le Standard, qui est un vieux gréement russe absolument fantastique. C'était très drôle comme histoire. J'avais fait une fête pas possible à Rochefort chez des copains. Et le lendemain matin, il faisait beau soleil. J'étais sorti de la maison. Je suis allé me balader dans le port de Rochefort. Tu sais,
tu es un petit peu hangover, puis tu te balades très paisiblement. Et je vois ce beau bateau immense là. Et donc, je vais parler un peu à un gars sur le bateau et je lui fais. J'étais absolument admiratif de ce qu'il faisait. Et je leur demande, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main à bord, je sais pas, pour faire de la peinture ou si je peux vous aider. Et il s'est trouvé que c'était l'anniversaire du capitaine. C'était ses 50 ans. Et donc, je me suis retrouvé à fêter l'anniversaire du capitaine. Parce que, bon, et oui, je les ai aidés à peinturer le bateau. Je suis resté 2-3 jours sur place. À l'époque, j'avais un petit van aménagé. Et donc, je me retrouve à fêter l'anniversaire du capitaine. C'était vraiment génial. J'étais qu'avec des Russes, on buvait de la vodka et on disait des conneries. Et après, il partait pour un voyage, je sais plus trop où. Mais moi, j'étais pas dispo pendant les 2 mois qui suivaient. Je m'étais déjà engagé pour aller travailler dans les Alpes, dans un chalet. Et donc, je leur ai dit, bah, si vous voulez, après l'été, je vous rejoins à Amsterdam. Je savais qu'ils faisaient une pause à Amsterdam. Et donc, après l'été, je vais à Amsterdam en stop. Je fais le tour d'Amsterdam. Et je me rends compte qu'à Amsterdam, il y a de l'eau partout. Et il y a des bateaux partout. Et donc, c'était impossible pour moi de trouver le bateau. Donc, j'ai cherché pendant 2 jours. Je ne l'ai pas trouvé. Et donc, je savais que la prochaine étape, c'était Calais. Alors, je suis allé jusqu'à Calais. Je les ai attendus. En attendant, j'ai fait un petit peu de bénévolat dans la jungle de Calais. Là. C'était à l'époque qu'il y avait encore la jungle. C'était un peu avant qu'elle soit démantelée. Bah, elle doit exister de nouveau, je pense, maintenant. Et donc, et puis le bateau est arrivé à Calais finalement. Je suis allé voir le capitaine et il se souvenait plus de moi. Et donc, je lui ai dit, bah, si vous voulez, je peux monter avec vous à bord pendant un mois et demi. Et il m'a dit, bah, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je sais faire de la cuisine. Il m'a dit, bah, tu nous fais manger ce soir et si c'est bon, tu restes avec nous. Imagine un peu la pression. J'ai passé 4 heures en cuisine à faire un truc de fou et j'ai été approuvé. J'ai pu rester avec eux. Donc c'est ça un peu le bateau stop, c'est pas mal y aller au culot en fait. Tu te balades dans les ports, tu vas à la rencontre des voiliers et puis tu demandes très simplement s'ils cherchent du monde. Souvent ça arrive souvent. Moi j'ai des copains qui ont traversé l'Atlantique comme ça. C'est assez régulier qu'il y ait des skippers qui cherchent du monde pour faire des quarts de nuit, juste pour tenir la barre et puis suivre le GPS pendant 4-5 heures pendant la nuit pour que le mec puisse faire un petit somme. Et puis même si tout est automatisé aujourd'hui, c'est quand même plus rassurant d'avoir des yeux humains qui surveillent s'il n'y a pas un truc qui va traverser, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ça m'intéresse de savoir comment tu as atterri au Canada. Je suis arrivé premier à un concours de circonstances. C'est Coluche qui disait ça. Non, c'est une copine qui a mis sur Facebook, ou je sais plus quelle plateforme elle avait mis, elle était super contente. Elle avait eu son PVT au Canada. Et c'est vrai que le Canada, j'avais lu un bouquin qui était super chouette sur les Amérindiens. Et avant de venir, tu as un esprit très romancé des Amérindiens, des traditions chamaniques. Et puis quand tu arrives ici, finalement, tu te rends compte que c'est des cultures qui ont été détruites par le colonialisme complètement. Que c'est très triste ce qui se passe aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que c'est la source de ma venue au Canada. C'est mon intérêt pour le chamanisme, pour le rapport à la nature, avec les esprits de la nature et puis tout ça. T'as vraiment senti ça? Ouais, 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 carrément. J'ai fait des super rencontres. J'ai pas fait l'erreur que font la plupart des Français quand ils arrivent au Canada d'aller s'installer à Montréal ou à Québec et puis d'y rester pendant les 2 ans de leur séjour. Et j'ai eu une petite lumière qui s'était allumée dans ma tête qui a fait « Ah, va voir dans la nature ce qui se passe ». Et je suis allé dans la région de Charlevoix. Et donc, j'ai eu pas mal de chance, ou je sais pas, ou peut-être que j'ai créé ma chance avec l'intention, comme on parlait tout à l'heure. Mais j'ai rencontré un type qui était mon coloc, qui était guide de kayak et son ex-chaman. Donc, c'était 2 personnes qui m'ont amené à découvrir 2 aspects énormes du Québec. Ils m'ont intégré dans leur culture, dans leur bande de copains, et puis on a fait plein d'expéditions dans la nature, à la sauvage. Je me suis beaucoup rapproché du groupe de femmes qui étaient autour du chamanisme. Je pense que ça fait beaucoup partie de notre éveil aussi, hein, de se rapprocher de la nature, puis de redonner la voix au féminin. Puis c'est tout un travail intérieur quand on est un mec, tu sais, d'accepter que la part du féminin prenne plus de puissance et plus de force. Et j'ai été très content de faire ce travail-là. Je ne dis pas qu'il est terminé, mais ça m'a fait pas mal grandir sur ce sujet-là, au Québec principalement. Va savoir pourquoi. Peut-être parce que c'était le bon moment, parce qu'il existe probablement des alternatives comme ça un peu partout dans le monde. Et moi, je l'ai trouvé au Québec. On a fait des cérémonies sous la lune, au tambour, avec des huttes de sudation, et c'était très fort. Bon, du coup, on va revenir sur peut-être plus ton voyage récent que tu es en train de faire.
Comment ça se prépare un voyage comme ça? J'ai passé, les 6 mois avant le départ, à Québec. Ça correspond à ma personnalité. Moi, je me suis entraîné en prenant des cours de clown, en prenant des cours d'équilibre sur les mains et en allant au théâtre. Parce que je pense que c'était pas mal mon esprit qui avait besoin de se préparer aux situations que j'allais vivre. C'est sûr qu'il y a un effort physique qui est constant. J'ai 30 kilos sur les épaules, je marche beaucoup, je plante ma tente tous les soirs, je replie ma tente tous les matins, je gonfle mon sac de couchage, je dégonfle mon sac de couchage, mon tapis de sol, pardon. C'est éprouvant, mais c'est pas l'effort physique qui est le plus éprouvant. Le plus éprouvant, c'est pour les premières semaines, du moins, parce qu'après, j'ai réussi à être beaucoup plus efficace là-dedans, mais ça a été le fameux lâcher prise dont je te parlais tout à l'heure. Parce que on dépense énormément d'énergie avec notre cerveau, c'est fou. Tu sais, à courir après nos pensées et puis à essayer de donner du sens à ce qui n'a pas spécialement besoin d'avoir de sens. Et accepter de ne pas tout savoir et accepter l'inconnu, c'est on n'a pas été formaté à penser comme ça, quoi. Et donc, je pense que c'est comme ça que je me suis préparé. Ça a été, bon, évidemment, j'ai eu une préparation technique aussi, où j'ai mis sur papier, j'ai listé quels étaient mes véritables besoins, qu'est-ce qui me rendait vraiment heureux, quelles allaient être mes limites dans ce voyage et où est-ce que je voulais aller. Mais la plus grosse partie, c'est une préparation émotionnelle, avec mon ventre, je pense. C'est les émotions qu'on ressent dans le ventre, pas celles qu'on ressent dans. Enfin, moi, je ressens mes émotions dans le bidon, quoi. Et donc c'est ça, ouais. Ça a été préparation émotionnelle. T'aurais des conseils d'ailleurs dans ce cas pour lâcher prise, être plus dans ça, dans le voyage notamment? C'est un travail, hein, je pense il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner comme je te disais, à pas tout savoir, à accepter de pas tout contrôler, à accepter que tout ce qui est au moment présent est là où il doit être et que tout est parfait et que le futur peut être contrôlé uniquement par l'intention. Et donc, comment veux-tu que je crée un futur positif si dans mon présent, je me sens pas bien? Ça marche pas. Ça passe par la méditation. Je pense que l'un des meilleurs outils techniques qui peut être facilement abordé, c'est la méditation. C'est réussir à se concentrer sur l'instant présent. Et donc, les techniques de méditation, bah, moi, si je devais en conseiller une, c'est celle que je pratique, c'est la méditation Vipassana, que je trouve absolument fantastique, qui est la méditation qu'enseignait le Bouddha il y a 2500 ans. Et c'est une technique de méditation qui t'amène à accepter la réalité telle qu'elle est. Et c'est cool. Ah oui, bah oui, une de mes préparations, c'est ça, c'est quand même 1 heure de méditation tous les matins. C'est vrai que ça me paraît anodin maintenant parce que je le fais automatiquement, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Ouais. Et du coup, tu arrives quand même en étant itinérant, à te créer cette routine en fait quand même. Gros challenge. Ah oui, alors ça, c'est un sujet très intéressant. Avoir des habitudes dans le voyage, c'est absolument inconfortable. C'est très inconfortable. Tu vois, là, par exemple, derrière moi, il y a un saxophone. Tu vois. J'essaye d'apprendre le saxophone. Et le verbe est très important, le j'essaye. Parce que quand j'étais fixe, quand j'étais à Charlevoix, j'ai passé 1 an à Charlevoix et 6 mois au Québec, j'arrivais à pratiquer 1 heure de saxophone par jour, sans problème, parce que j'avais un espace-temps qui était réservé à ça. Quand tu voyages, ton espace, il évolue tout le temps. Et le temps, il n'a plus du tout la même valeur. Et donc, créer des habitudes en voyageant, c'est obliger son esprit à s'autodiscipliner. Et donc, c'est très constructif. Je ne dis pas que j'y arrive à 100%, mais je travaille sur les mini-habitudes. Les mini-habitudes, comme par exemple, tu te brosses les dents. Bon, tout le monde ne le fait pas, mais en général, la plupart des gens ont automatisé leur brossage de dents et n'y pensent même plus. Tu vas te coucher, tu te brosses les dents. Tchic, 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 tchic. Et donc, une mini-habitude, c'est venir caler sur une habitude déjà en place, qui est automatique, une autre habitude par un petit truc qui va te faire penser. Tu prends ta brosse à dents, tu vois les poils de la brosse à dents. Là, tu travailles sur ton subconscient, tu fais quand je vais voir les poils de la brosse à dents, je vais me dire que je fais 5 pompes. Et il faut que ta mini-habitude, au début, elle soit toute petite. Et ça, c'est accessible en voyageant. Donc, moi, j'ai des rituels d'exercice physique, méditatif et d'écriture qui sont quotidiens et que j'ai réussi à mettre en place au fur et à mesure par pilier, en fait. Chaque habitude se rattache à une habitude qui est concentrée sur mon brossage de dents, principalement. Je suis curieuse de savoir pourquoi ta chaîne s'appelle Le souffle du Panou. Parce que Panou, ça sonne avec
c'est pas moi, c'est pas les autres, c'est pas nous et donc finalement, c'est pas de ma faute, c'est la faute de personne et c'est la base de mon raisonnement quand même, la responsabilisation. Critique autonome et responsable, ça résume pas mal, l'idée, quoi. Oui, Donc le c'est ça. sens de mon voyage, c'est la responsabilisation. Mon outil, c'est l'inspiration. Donc j'ai vu dans tes stories et tout ça et même dans tes vidéos, tu parles, pas mal du dumpster diving. Mmh. Donc ça, c'est pas une pratique qui est encore vraiment répandue en France, à part, ben, bien sûr, pour les sans-abri. Et d'ailleurs, j'ai regardé, en français, on dirait végétarisme, glanage alimentaire ou trésor dur. Ah ouais? Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se passe et qu'est-ce qui a, motivé cette démarche chez toi Mmh. pour, trouver de quoi te sustenter? Dumpster diving, littéralement, aller plonger dans les poubelles. C'est une de mes sources d'alimentation principales. La raison pour laquelle je me suis, lancé là-dedans, c'est parce que je suis cuisinier à la base et que le gaspillage alimentaire dans les cuisines, que ce soit les cuisines collectives, ou les cuisines de restaurants, c'est absolument incroyable la quantité de bouffe qu'on jette. Donc cette prise de conscience m'a fait comprendre que ça pouvait pas continuer comme ça. On est sur une planète avec des ressources limitées, il y a des gens qui crèvent la dalle à l'autre bout du monde. Et puis nous, on jette à la poubelle des aliments qui sont précieux. Une banane euh, qui a été poussée dans un champ où il y a eu une déforestation pour faire pousser ce champ, où il y a une exploitation humaine pour cultiver ces bananes et où il y a une consommation incroyable de carburant fossile pour transporter la banane d'un bout à l'autre de la planète. Quand elle arrive chez nous, on la jette à la poubelle. Il y a quand même un certain non-sens là-dedans. Et donc, le fait de faire du dumpster diving, ça me permet de partager un peu cette absurdité. En Amérique du Nord, c'est 58% de notre production alimentaire qui part à la poubelle. Donc, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Tu vois, c'est pas 5%, c'est 58%. En France, chiffre à vérifier, je t'invite à aller sur le site de la FAO, mais il me semble que c'est aux alentours de 35-40% de bouffe qui est jetée à la poubelle. C'est sur différents paliers, hein, ça va pas uniquement être la bouffe dans des supermarchés, même si c'est une grosse partie de cette bouffe ce pourcentage qui est de la bouffe des supermarchés, mais c'est du producteur jusqu'au consommateur. C'est-à-dire que euh, pendant la chaîne de production, il y a un gros tri qui va être fait pour calibrer les fruits, les légumes, la viande, le poisson, selon des normes qui sont des normes qui plaisent à tout le monde. Donc, il y a une première sélection qui est faite. On va jeter énormément de bouffe parce que la pomme, elle répond pas au diamètre adéquat. Après, il y a le transport. Quand on transporte des aliments d'un bout à l'autre de la planète, il y a énormément de pertes aussi qui se fait là-dessus. Donc, manger local. Je vais te balancer des solutions sur chaque étape. La première étape, le calibrage, c'est la solution, elle est uniquement psychologique. C'est-à-dire qu'il faut accepter de manger une carotte qui ressemble à des jambes de footballeurs américains, quoi, tu vois. Euh, c'est un processus qu'on a besoin de tous faire, d'accepter que tout n'est pas parfait dans le monde et que l'imparfait peut être aussi très beau, tu vois. Et qu'avec une carotte imparfaite, eh ben, tu fais une soupe. Et elle sera contente, la carotte. Deuxième étape, l'étape de transport, là où on perd aussi énormément de bouffe, eh ben, dans ce cas-là, ça va être de se concentrer sur une production qui est locale. Même si elle n'est pas biologique, eh ben, déjà, commence à consommer local. Troisième étape, ça va être la consommation des grandes surfaces pour avoir une efficacité monétaire. Il y a une grosse quantité de bouffe qui est jetée à la poubelle, pas parce qu'elle est plus bonne, mais uniquement parce qu'il faut qu'il y ait un roulement et parce que c'est du marketing. On va te mettre en avant des produits qui sont flashy, tac, il faut que ça roule, c'est le business. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire une sélection aussi de où est-ce qu'on choisit d'acheter notre bouffe. Est-ce qu'on choisit d'acheter ça dans les grandes anciennes multinationales? Ben, si tu as une famille de 14 enfants et que tu es mère au foyer toute seule, oui, vas-y, parce que tu n'as pas d'autre choix. Mais si tu es un couple avec 2 enfants et que tu as une alternative, eh ben, trouve une alternative. Et il en existe des alternatives. Il y en a plein. Je me rappelle plus de les AMAP. Oui, c'est ça. En France, c'est les AMAP. C'est absolument formidable. C'est un système de redistribution des produits locaux, en général biologiques. Et il y en a de partout. Après, pour la une bonne partie du gaspillage alimentaire, ça se trouve aussi dans les foyers. C'est que la plupart des gens ne savent pas qu'on peut utiliser la queue du brocoli pour faire une soupe, par exemple, tu vois, ou qu'on peut utiliser des zestes de citron. Il y a plein de choses qu'on jette à la poubelle qui ne sont pas censées être jetées à la poubelle, qui sont tout à fait utiles, que ce soit dans des produits cosmétiques, des produits ménagers ou pour ton alimentation.
Et ça passe par de l'information personnelle. Il faut aller chercher comment faire du zéro déchet, il faut aller chercher comment revaloriser tes déchets. Et puis c'est pas si compliqué que ça. Ça peut même devenir un jeu, en fait, parce que on trouve du sens personnel par rapport à cette problématique mondiale en faisant nos petits gestes quotidiens. Et puis, on va aussi s'amuser parce que c'est rigolo d'utiliser ton morceau de chou rouge qui traîne pour faire de la peinture aquarelle, tu vois. Donc voilà, c'est à chaque étape de cette productivité, il y a des solutions. Est-ce qu'il y a particulièrement pendant ton voyage une rencontre qui t'a marqué ou des rencontres qui t'ont vraiment marqué? Ouais, j'en ai 2. Quand je suis arrivé aux États-Unis, la première personne qui m'a pris en stop à la frontière Canada-États-Unis, c'était un Amérindien d'une quarantaine d'années qui avait, il avait plus de plumes dans les cheveux que de dents dans la bouche. Et il était génial. Il avait un grand sourire fantastique. Et ce monsieur fabrique des tambours. Et donc, on a pas mal discuté. On a voyagé pendant 2 heures, un peu plus de 2 heures ensemble. Et il est homosexuel et amérindien. Alors, ça peut paraître anodin, mais il m'a raconté un petit bout, même un bon bout de sa vie. Et c'est assez impressionnant de se rendre compte que on n'a vraiment pas du tout la même réalité des choses, quoi. Moi, ça me fascine à chaque fois que je rencontre des gens. On vit des choses qui sont complètement différentes d'un humain à l'autre. Et donc, il a eu des épreuves considérables dans sa vie, mais il a passé le cap parce qu'il est souriant. Et il était plein de vie, ce monsieur. Et donc, ça, c'est une belle rencontre que j'ai faite. Une deuxième rencontre que j'ai faite qui m'a beaucoup marqué, c'est Greg Lyne, un chaman qui habite dans la région des 5 lacs, parce qu'il y a 5 lacs qui correspondent aux doigts de la main. Et eux, ils sont au niveau du petit doigt, on va dire. Et c'est une communauté qui s'appelle Peace Weavers. C'est les tisserands de la paix. Et Greg Lyne, il y a un interview accessible sur mon compte Instagram. Greg Lyne, c'est un monsieur qui fait des huttes de sudation. Il utilise toutes les traditions amérindiennes pour soigner les gens. Il a consacré en fait toute sa vie à soigner les gens, mais pas soigner les gens avec la médecine qu'on connaît. C'est soigner les gens, soigner l'âme des gens en fait. Et il fait ça depuis 30 ans. Et c'est un monsieur qui quand il m'a vu arriver, d'un seul regard, il a vu toutes mes forces et toutes mes faiblesses, tu vois. Et des gens comme ça, tu n'en rencontres pas souvent. Et c'était très instructif, ouais, de passer du temps avec lui. Tu resté chez lui, du coup, il t'a accueilli? Ouais, c'était une communauté. Je suis resté Mmh. chez eux pendant une dizaine de jours. Ouais. Et je travaillais dans la ferme. Et spécialement pour moi, parce que j'étais là, on a fait une cérémonie tous ensemble. Uniquement de gars. En général, les trucs qui sont mis en avant, c'est les cérémonies de femmes maintenant. Parce qu'il y a cette reprise du pouvoir du féminin dans la société que je trouve formidable. Et c'est plus rare, les cérémonies uniquement de mecs. Et c'est quand même très particulier. Il y avait une grosse majorité, on était jeunes, on avait entre 20 et 25 ans. Et donc, il y a une grosse quantité de testostérone concentrée dans une toute petite tente qui fait 1,20 m de haut et où il y a des pierres brûlantes volcaniques qui sont aspergées d'eau pendant 3 heures et où on chante avec des tambours, il y a de la sauge et tout. Et c'est super puissant. Et j'étais vraiment privilégié de pouvoir vivre ça. Et c'était Greg Lyne qui dirigeait la cérémonie et donc qui nous a guidés avec son expérience. Il a 75 ans et il nous a guidés dans ce voyage-là. Donc, ouais. C'était une belle rencontre. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour, les auditeurs, pour les aider, les encourager à voyager de manière, plus responsable, avec le moins d'impact négatif possible? Ouais, il y a pas besoin d'aller très loin. Je pense qu'il faut se concentrer sur 3 points principaux. Savoir s'émerveiller, apprendre à s'émerveiller facilement. Ça peut être regarder une araignée pendant 2 heures ou passer du temps dans son jardin à observer une fourmilière. Ou c'est des choses qui sont très simples et ça permet de voyager en fait. Deuxième point, c'est que souvent c'est un truc qu'on nous rabâche, mais je vais le dire parce que c'est super important. C'est que il y a des gens formidables de partout. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir une autre perception de la réalité. C'est très souvent que ton voisin ou la personne qui vit de l'autre côté de ta rue, elle voit les choses complètement différemment de toi. Et c'est tout un art que de réussir à comprendre ça. Et ça passe par de la pratique. Donc, il faut poser des questions. Il faut aller avec curiosité rencontrer les autres. Et le troisième point qui est super important aussi, ça se rapproche au premier point. Le premier point, c'est plus dans ce qui est petit, qui est important à voir. Le troisième point, c'est de passer du temps dans la nature de manière générale. C'est observer la nature. C'est reconnecter avec un lieu et savoir comprendre l'espace dans lequel on évolue. Moi, c'est pas ce que je fais parce que je voyage et que et j'ai pas encore cette occasion-là. Ça viendra un jour, mais je suis conscient
que appartenir à un lieu et l'observer, et c'est quelque chose qui est très, très riche, très, très riche. Regarder les oiseaux revenir chaque saison, savoir les identifier, observer les arbres. Et en fait, il faut passer du temps dans la nature, assis à rien faire. Et si tu t'emmerdes, c'est que tu regardes pas assez bien, quoi. C'est que t'es pas assez attentif. C'est qu'il y a plein de choses, il se passe plein de choses dans la nature. Et ça, c'est un grand voyage, ça. Là, je vais aller voir Lynx, une survivaliste. On va aller partir tout nu dans la forêt pendant 10 jours. J'ai très hâte de voir ça. On va aller survivre, partir de rien dans l'État de Washington. C'est une professionnelle à 60 ans aussi. Je pense que ça va être une belle rencontre. Et moi aussi, tu vois, je suis loin de vivre la vie que je voudrais vivre parce que je passe du temps sur l'ordinateur, parce que je passe du temps sur Instagram et Facebook pour essayer de partager cette vision-là. Et que ce temps-là, je le considère comme inadapté à ce que nous devrions être. Tu vois. L'informatique est utile, je trouve que c'est très pratique. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment besoin dans la vie? C'est quoi notre source de bonheur au final? Est-ce que c'est la possession matérielle? Je pense pas. Est-ce que c'est du divertissement continuel? Je pense pas. Je pense qu'on a besoin de sens et que ce sens, il se retrouve dans la nature. Voilà, les paroles du hippie. Quelles seraient les inspirations, livres, podcasts, personnalités, quoi que ce soit en fait que tu aurais à recommander pour accompagner les gens dans leur réflexion sur la transition écologique et ou le voyage? Je t'en ai déjà cité pas mal, je pense, dans ce qu'on vient de dire. Si tu veux lire des bouquins intéressants, tu peux te tourner vers Rob Hopkins, qui est génial. Pablo Servigne aussi, qui est génial. Là, en ce moment, j'ai lu 2 bouquins qui sont chouettes. Arthur Lochman, La vie solide, il partage son expérience et moi, ça m'a appris à voir différemment l'intelligence de mes mains, en fait, du travail manuel. En ce moment, je travaille dans un atelier de jouets en bois et je suis fasciné par l'intelligence du geste. C'est quelque chose qui est génial et que je pense qui est important, c'est de se réapproprier ce pouvoir, c'est de pouvoir faire des choses nous-mêmes. Et l'autre bouquin, Quel monde voulons-nous, de Starwalk, qui est une sorcière californienne que je vais essayer d'aller interviewer, qui est très reconnue dans le monde de la sorcellerie. C'est un mot qui fait peur, j'aime bien utiliser ce mot-là. Parce que bon, c'est pas qu'une sorcière, c'est une anarchiste féministe et c'est surtout une personne qui respecte la vie. Et elle parle de plein de sujets qui sont géniaux et que je suis un grand fan. Tu veux que je te lise un truc? Juste un truc, par exemple? Vas-y. Là, elle est dans le sujet de démocratie directe. Lorsque nous entraînons un groupe, notre boulot consiste à proposer des savoir-faire et à créer l'occasion de réfléchir à des expériences qui aideront les gens à se faire leur propre opinion et à effectuer leurs propres choix. Nous n'avons pas à imposer notre philosophie ou nos propres valeurs. Si nous voulons créer un modèle qui habilite les gens, qui les responsabilise en quelque sorte, ils doivent avoir accès à l'information dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions. C'est génial. C'est pas ça qu'on vit en ce moment. En ce moment, on te donne du pain et des jeux, et puis nous, on va prendre des décisions parce que nous, on a le pouvoir, et parce que nous, on a l'argent, et parce qu'on sait ce qu'on doit faire. La dernière chose que je voulais te demander, est-ce que déjà, il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, ou est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Non. Mais si, je vais te poser une question. Et à chaque fois que j'interviewe des gens, je pose cette question-là. Et puis, même si c'est une interview, je vais quand même te poser une question. Si tu avais un super pouvoir pour changer ce monde, un truc que tu puisses faire comme ça, du jour au lendemain, et qu'il soit juste un seul truc à faire. Ça peut être aller transformer un truc à l'intérieur de l'esprit humain. Tu peux changer les croyances, tu peux modifier le sens du temps, tu peux tout faire, whatever. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ce monde? L'empathie, je pense. Ouais. Parce que je pense que une des raisons pour lesquelles on en est aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont en fait mis certaines choses en priorité sur la vie, les autres, qui ont choisi en fait l'argent. Je pense que c'est ce que je dirais, ramener de l'empathie. Je pense qu'on se porterait bien mieux. Et où est-ce qu'on te retrouve alors, si on veut suivre ton aventure? Tu vas pouvoir me suivre sur tous les médias sociaux disponibles et accessibles habituellement, Instagram, Facebook et YouTube, où je fais des petites vidéos concernant le voyage qui sont un peu plus construites que ce que je balance sur Facebook et Instagram. Je me suis mis aussi à écrire. Donc, je partage des petites nouvelles, des petits textes sur Instagram, sur Facebook. Merci beaucoup Louis, et puis bon vent alors pour la suite de tes aventures. Merci à toi, Hélène. J'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos suggestions d'invités ou me faire part de vos remarques et feedbacks par email. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant
et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine!